suis appliqué comme règle de diminuer la dette et de faire en sorte que ceci ne se fasse pas sur la pression fiscale. Donc voilà beaucoup de raisons pour lesquelles j'espère que vous êtes motivés, que vous allez, je dirais, d'ici le 25 mai, concourir à faire en sorte que ce message soit le plus largement partagé ici à Vancouver ou dans les alentours de Vancouver, parce que ce serait terrible si finalement, à l'issue de cette élection, vous n'ayez pas, globalement, enfin, que les Français d'Amérique du Nord n'aient pas saisi cette opportunité pour délivrer donc ce double message, volonté d'avoir un député et sa suppléante dans un lien de proximité et dans un lien de continuité à votre service, et d'autre part pour faire en sorte que les idées que nous partageons soient celles qui l'emportent dans cette élection et qui puissent, je dirais, par effet de pédagogie, avoir un effet positif sur notre pays, sur nos compatriotes, à un moment où ils sont confrontés, c'est le moins qu'on puisse dire, au doute après des résultats économiques qui sont très pénalisants pour notre activité. Voilà, donc c'était pour ces raisons que je voulais venir aujourd'hui à Vancouver, à votre invitation, vous rencontrer, ensuite échanger bien entendu, et je vais donner la parole à Séverine pour qu'elle vous donne quelques éléments sur je dirais, la responsabilité partagée que nous envisageons d'avoir à votre égard. Donc, si vous nous confiez cette belle responsabilité de vous représenter à l'Assemblée nationale. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie doublement ce soir d'être parmi nous, parce qu'il fait très beau dehors, et je pense que les belles journées ensoleillées sont comptées un peu plus à Vancouver que dans ma partie. Non. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là ce soir, à l'abri, pas au soleil. Alors, pourquoi je suis ici ce soir et pourquoi je suis suppléante de Louise Gardestin? Tout d'abord parce que depuis un certain nombre d'années à Montréal, depuis plus de 10 ans, je suis impliquée dans la communauté française. Je vis depuis bientôt 17 ans maintenant à Montréal. Et j'ai commencé mon parcours en étant colistière d'un élu à l'AFE, donc de l'AFE, pas à l'AFE, de l'Assemblée des Français de l'étranger, tout comme Claire-Marie. Il a remporté les élections, donc en 2003, et on a eu une aventure de 6 ans, le temps du mandat qui est imparti, pour faire beaucoup de choses pour la communauté française. On a dans un premier temps rencontré le ministère de l'Immigration et de l'Intégration du Québec à Montréal, qui nous a dit, écoutez, pour faire un petit bilan, un petit peu des diverses communautés qui existent, puisque c'est le ministère chargé de toutes les communautés. On connaît la communauté italienne, on sait à qui parler, on sait où ils se trouvent, on les connaît. Les Chinois, on les connaît bien, ils ont des représentants, les Espagnols aussi, les Portugais. Les Français, c'est le bordel total, on ne sait pas à qui parler, ils se tirent dans les pattes, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on s'est donné un petit peu comme mission de tenter de rassembler cette communauté française. Et ça a pris un certain nombre d'années, durant lesquelles on est allé rencontrer les dirigeants d'associations, les différents organismes, pour leur dire, écoutez, c'est bien, nous les Français, on arrive, on veut s'intégrer, on veut participer à la vie locale, mais c'est bien aussi parfois de s'entraider, de se soutenir, d'aider ceux qui arrivent, les immigrants qui ont besoin d'un petit coup de main. C'est vrai que parfois ça aide pour trouver un emploi quand il y a un Français dans une entreprise qui met le CV en haut de la pile, qui ouvre une porte. Et on s'est dit pourquoi nous, pourquoi on ne se soutient pas. Et donc c'était le début voilà, d'un long parcours, à la suite de quoi j'ai été présidente du Cercle des entrepreneurs français pour aider la communauté des entrepreneurs à Montréal. J'ai aussi fait partie du conseil d'administration de Québec Multiplus, qui aide à l'intégration des minorités visibles au Québec. Et puis ensuite, donc je fais depuis maintenant 4 ans, je fais partie du conseil d'administration d'un des 2 collèges, comme on dit, collège ou lycée. En fait, ça va de la petite école jusqu'à la terminale, un des collèges français à Montréal. Donc ça, c'est mon implication associative qui dure depuis plus de 10 ans. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un travail pour payer mon loyer. Et je suis donc entrepreneur. J'ai une entreprise, celle que j'ai actuellement depuis plus de 10 ans, dans les communications. Et donc à ce titre, je suis très active aussi dans tout le milieu entrepreneurial à Montréal.
Mon parcours politique et pourquoi je me retrouve aussi ici ce soir, c'est que toutes ces implications m'ont amené un petit peu naturellement à m'impliquer davantage en politique et donc de finir par un cheminement jusqu'à l'UDI à travers le Parti radical, qui est une implication politique assez légère mais qui représentait plutôt mes valeurs et qui permet aussi de les représenter à une plus grande échelle. D'ailleurs, c'est un petit peu la représentation de tout ça à travers cette candidature. Donc mon choix a été fait de soutenir Louis, puisqu'on s'est parlé une première fois quand il a décidé d'être candidat. On a échangé longuement et en fait nos idées se recoupaient sur le fait que la suppléance devait avoir un rôle très important, surtout dans cette élection, parce qu'il est primordial qu'il y ait quelqu'un qui reste dans la circonscription, qui puisse être un relais sur le terrain et qui puisse continuer à rassembler la communauté, à communiquer, d'un côté à faire valoir les idées qui sont défendues à l'Assemblée par les députés, à informer tout le monde, et puis d'autre part, sur le terrain, rester un relais pour une écoute locale. La circonscription est assez vaste. On commence à avoir pas mal de relais entre le Canada et les États-Unis. Et c'est un petit peu aussi l'objectif de tout ce parcours que nous avons entamé, donc du nord au sud de la circonscription, pour aller rencontrer tous les Français, communiquer avec eux, leur dire est-ce que vous êtes impliqués, vous souhaiteriez être un relais pour nous si nous sommes élus, parce que nous avons besoin aussi de gens qui s'impliquent et qui vont jouer leur rôle par la suite si nous sommes élus. Donc voilà un petit peu l'objectif. Nous avons un programme aussi local, avec quelques idées qui sont importantes pour nous, que nous souhaitons mettre en place si nous sommes élus. Quelque chose de très important sur un projet sur lequel je travaille déjà depuis un certain nombre de mois, qui est l'Espace France. L'Espace France qui serait vraiment le lieu de la communauté française dans chaque ville. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est un projet pilote sur Montréal qui débute, où toute la communauté serait représentée au sein de cet espace. Le milieu associatif, les différents organismes français, aussi un répertoire avec les commerçants, les professionnels français. Et puis quand les Français arrivent, ils ont besoin d'informations. Parfois, ils ne savent pas trop, ils s'orientent vers le consulat, ils vont voir certaines associations. Ce serait idéal de pouvoir regrouper toute l'information à laquelle ils pourraient avoir accès, d'avoir aussi des conseils, parfois des conseils juridiques. Donc ce serait vraiment un lieu pour les Français, dans chaque ville, ensuite une référence. À travers tout ce programme d'Espace France, il y a évidemment l'éducation, qui est un sujet qui a été longuement débattu l'année dernière. Le sujet de l'éducation, bon, on ne veut pas revenir sur la PEC, puisque de toute façon elle n'existe plus, donc la prise en charge pour les dernières années d'enseignement, seconde, première, terminale. On sait que les budgets vont inévitablement diminuer progressivement dans les prochaines années, donc on souhaite proposer des solutions alternatives à l'enseignement, et en l'occurrence en créant des classes de type CNED qui offrent un enseignement à distance, mais sous forme de classe, avec un encadrement d'enseignement et de bénévoles pour les Français qui souhaitent mettre leurs enfants dans un système français, mais qui n'ont pas toujours les moyens de l'offrir à leurs enfants, puisque c'est sûr que c'est une école privée très onéreuse. Il y a des systèmes de bourse, mais qui ne permettent pas à tout le monde d'y avoir accès. Alors ça, c'est pour le volet éducation. On a aussi des projets pour les personnes âgées. Beaucoup d'entre nous, quand on part vivre cette aventure à l'étranger, on ne sait jamais combien de temps on va rester à l'étranger. Parfois, certains restent 1 an, 2 ans. Puis pour d'autres, je crois que vous êtes nombreux ici à être là depuis plus de 10 ans, voire beaucoup plus. Et puis notre famille reste, nos parents restent en France. Et puis, ils vieillissent. Et à un moment donné, ils ont besoin aussi d'un peu de soutien de leur famille. Et c'est difficile à distance de leur apporter. Alors certains viennent, leurs enfants les font venir. C'est pas évident parce qu'on travaille, on ne peut pas forcément s'occuper d'eux. Et du coup, l'intégration pour eux, à 70, 75 ans ou plus, est quand même très difficile. Et en plus, c'est coûteux au niveau des assurances.
Et ce qu'on souhaite faire déjà dans un premier temps, c'est créer un réseau qui permettrait à ces personnes qui vont dans des maisons de retraite privées de se retrouver avec d'autres Français. Non pas par communautarisme, comme on a pu avoir des commentaires en disant oui, c'est du communautarisme de base, vous voulez rester entre Français. Pas du tout, c'est juste que ces gens-là nécessairement souhaitent avoir un environnement qui facilite leur intégration dans ce nouveau pays pour eux, même si leur famille est là. Et on trouve que c'est important qu'ils puissent avoir des gens qui partagent leur culture proche d'eux. Donc, on a eu des contacts à New York aussi, des gens qui nous ont dit, au Canada également, souvent les personnes âgées français qui ont vécu ici longtemps peuvent se retrouver dans des situations de précarité et seuls. Donc on souhaite mettre en place aussi un support pour ces gens qui se retrouvent seuls, qui n'osent pas dire qu'ils sont seuls, qui n'osent pas dire qu'ils sont dans une situation précaire. Et c'est important aussi pour nous de prendre soin de cette partie de la population. Est-ce que j'oublie quelque chose dans mon programme? Je pense que là, il y a beaucoup de choses, mais vous avez été très patient jusqu'à maintenant. Personne ne dort, je vois, donc on va peut-être s'arrêter là. Ce qui est important maintenant, et Louis l'a dit, c'est de voter, de voter pour nous, parce que moi je crois sérieusement dans cette candidature. Louis a une expérience très large, d'une part à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est très important qu'on soit représenté par quelqu'un qui connaît, qui sait comment ça se passe, qui a une expérience dans ce domaine-là. C'est assez essentiel de voter pour un député qui va pouvoir vraiment jouer son rôle de député. Et puis moi qui suis ici présente, qui le serai encore pour un bon moment, j'espère, pour la communauté française. Donc merci beaucoup pour votre attention. Et puis à bientôt, j'espère. Venu vous retrouver à votre... Merci Séverine d'avoir fait partager ta passion pour effectivement beaucoup de sujets qui vous intéressent ou qui peuvent vous concerner, alors avec des degrés divers entre évidemment ce qui se passe à Montréal et au Québec par rapport à ce qui se passe ici, mais et si vous voulez, je peux dire quelques mots en anglais si jamais il y avait un souhait de votre part, pour démontrer que nous sommes aussi dans une démarche qui n'est pas simplement, je dirais, tournée vers notre pays, mais aussi pour bien montrer que nous sommes respectueux des pays dans lesquels s'exerce cette élection. Vous savez que le gouvernement canadien, l'année dernière, avait exprimé des fortes réserves sur l'idée même qu'il y ait un député des Français du Canada et des États-Unis, mais pour concerner les autorités canadiennes, c'était la première partie de cette phrase qui les préoccupait. Et j'ai fait très attention pendant les quelques semaines depuis le début de cette campagne pour dire, chaque fois que j'étais interviewé par Radio-Canada, pour dire il ne s'agit pas de quelqu'un qui va intervenir dans les affaires intérieures du Canada. Donc il faut que ça soit très clair, il s'agit d'un député représentant l'ensemble d'une communauté française de ce pays et du pays voisin que sont les États-Unis pour les lois françaises, pour les mesures qui sont des mesures prises par les autorités françaises. Bon, ce qui n'empêche pas d'avoir, dans certains cas, la capacité, je dirais, d'interagir avec les autorités locales. Et comme Pierre-Marie le disait, j'ai eu l'occasion dans mes fonctions de député, de membre de la Commission des Finances, rapporteur du budget de la Défense. J'ai eu l'occasion d'accompagner Hervé Morin, qui était ministre de la Défense français il y a quelques 3 ans, et de l'accompagner à Ottawa, où j'avais rencontré avec lui le ministre Peter MacKay. Et ensuite, nous avions été à Québec, nous avions eu un entretien avec Jean Charest à ce moment-là. Mais je dirais, il faut bien comprendre qu'il est utile d'avoir l'accès et des relations possibles avec les autorités qu'elles soient canadiennes ou américaines, et en même temps, ça n'est pas le rôle du député français de faire la loi au Canada. Donc, je crois que là-dessus, c'est très clair, et il faut bien le rappeler pour qu'il n'y ait pas de contestation de la part des autorités canadiennes à l'égard de cette élection.
Il s'agit bien, effectivement, de faire le lien entre la France, votre pays d'origine ou votre pays de citoyenneté, et en même temps, donc, cette communauté que vous représentez établie ici. Voilà le point que je voulais aussi bien préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette question. Alors, en parlant de questions, c'est le moment où nous pouvons échanger. Vous pouvez nous interroger sur des aspects qui n'auraient pas été évoqués, des aspects politiques, des aspects pratiques. Alors, première question. Juste pour parler vous savez très bref, de la compétition, à combien de candidatures nous opposons-nous? Alors, enfin, pas nous opposons, c'est pas une opposition, mais quelle est la compétition? Alors, oui, donc ça y est, là, on est dans la phase de campagne officielle, c'est-à-dire que la semaine dernière, les candidatures étaient déposées. Elles étaient déposées d'ailleurs au ministère de l'Intérieur à Paris, qui est assez commode. Il faut une élection se plaçant ici ou aux États-Unis, donc ça n'était pas, on ne déposait pas sa candidature, par exemple, on aurait pu la déposer ou à Ottawa ou à Washington. Non, il fallait la déposer au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Bon, non, ça c'est assez. Alors, il y a 12 candidats. L'année dernière, il y en avait 18. 19, enfin, je crois 18. Donc il y a un peu moins de candidats. Alors néanmoins, il en reste 12, ce qui est quand même relativement nombreux. Donc nous pouvons considérer qu'il y a les représentants des principales formations politiques françaises, et puis il y a des candidats après qui sont un peu plus difficiles à situer ou moins peut-être représentatifs que d'autres. Mais donc voilà, et parmi ces candidats, il y a le même candidat que l'année dernière qui avait été candidat au deuxième tour sans l'emporter, candidat à nouveau. Il y a un candidat socialiste, celle qui avait été élue l'année dernière, vous savez, dont l'élection a été invalidée, ne pouvait pas se représenter. Donc Corinna Arassigan n'est pas candidate, c'est une personne de Montréal d'ailleurs, Franck Semama, qui est le candidat du parti, qui était de Montréal, oui exact, merci Claire-Marie, qui n'habite plus Montréal, absolument, qui est le candidat du Parti socialiste. Il y a un candidat du MoDem, il y a un candidat Europe Écologie Les Verts, très intéressant, puisque l'année dernière, c'était le candidat suppléant de Corinna Arassigan. Il y avait un accord entre le PS et les Verts, qui d'ailleurs les Verts participent toujours au gouvernement, et en même temps, ils se sont fâchés entre eux, et donc celui qui était suppléant, il s'appelle Cyril Giraud, qui était le suppléant de Corinna Arassigan, et cette fois-ci candidat lui-même, contre le candidat du Parti Socialiste, en disant nous avons pris nos distances, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, notamment la fameuse suppression de la prise en charge des frais de scolarité, et le fait que l'argent a disparu, parce que c'est surtout ça. Le point clé, c'est que quand ils ont supprimé, au mois de juillet, ils ont supprimé le dispositif de prise en charge des frais de scolarité, normalement, ce qui avait été annoncé par Corinna Arassigan dans son programme, c'était que ça allait être redéployé sur les bourses. Et que donc, ça allait se faire en direction des familles qui en avaient le plus besoin, et que les autres qui avaient la capacité de financer ces frais de scolarité, donc le feraient à nouveau. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la somme en question a disparu. Donc, alors moi, j'ai eu tendance à dire que c'est peut-être Jérôme Cahuzac qui est parti avec. Mais ça n'est pas une certitude, donc il reste encore, il y a des indices, mais ça n'est pas une certitude. Donc c'est une affaire qui est grave, parce que ça veut dire que, si vous voulez, c'est grave politiquement et moralement. C'est-à-dire que des gens qui ont été élus sur un programme, qui ont concouru à une majorité, c'est-à-dire que quand la députée est arrivée, elle était dans la majorité. Donc elle devait avoir, en théorie, un pouvoir d'influence. Ce pouvoir d'influence, on a vu ce que ça donnait sur un sujet aussi sensible que la question des frais de scolarité pour les Français établis aux États-Unis ou au Canada. Donc c'est vraiment une démonstration du fait qu'il faut, pour cette élection, il faut être, je pense, très déterminé à vouloir... Elle bénéficie de la vague rose. Oui, enfin la vague rose, si vous voulez, la vague rose, elle avait bénéficié un petit peu, mais sauf que dans la circonscription, au moment de l'élection présidentielle, François Hollande était minoritaire.
dans la circonscription dont j'étais l'élu dans le Puy-de-Dôme pendant 10 ans, l'année dernière, Nicolas Sarkozy avait fait 44,8% des voix. Et François Hollande, plus de 55% des voix. Dans la circonscription d'Amérique du Nord, Nicolas Sarkozy avait fait 53% des voix. Et à la législative, par contre, le candidat qui était celui qui soutenait Nicolas Sarkozy a fait 7 points de moins, fait 46%. Moi, j'ai fait 4,2 points de plus que le score de Nicolas Sarkozy. J'ai terminé à 49,2% dans une circonscription donc, où j'ai fait basculer plus de 4 points de gens qui avaient voté pour François Hollande et qui ensuite étaient prêts à voter pour moi, sachant qu'il n'y avait pas de doute que je n'allais pas être dans la majorité de François Hollande. Pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, donc ça fait partie, je dirais, des éléments qu'on doit aujourd'hui avoir présents à l'esprit. Il faut faire en sorte qu'on puisse gagner cette élection. Il y a 2 tours, et donc il faut que ceux qui ont la meilleure chance de l'emporter soient qualifiés pour le 2e tour. Oui. Une question, vraiment, je vous remercie d'être venu nous voir ici. Avec plaisir. Je remarque une question, c'est-à-dire, j'ai œuvré dans la francophonie ici depuis 30 ans, 35 ans, et chaque fois, est-ce que vous allez venir nous voir de temps en temps, ou comme le gouvernement du Québec, un exemple, ne supporte pas tellement ici la francophonie, sauf durant les élections, est-ce que vous allez venir nous voir combien de fois par an? Une fois par an, nous allons vous voir, vous, madame, ici. Écoutez, on viendra avec plaisir autant que possible sur votre invitation. Alors, si je peux répondre, d'abord, vous dire que ce que vous évoquez, c'est un sujet très important. C'est la capacité de se rendre disponible et en même temps d'exercer un mandat. Et je tiens à saluer et à, je dirais,